OK, donc, bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous vous situez dans le monde aujourd'hui. Alors, comment développer son intuition? C'est le thème d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez le souhait, le désir justement d'en connaître un peu plus là-dessus. Évidemment, c'est pas un discours, hein, c'est pas un monologue que je vais faire. C'est si vous avez l'occasion de participer avec moi et de me poser des questions pour mieux comprendre ce qui en est concernant donc le développement euh, de l'intuition. Alors, première chose à dire sur comment développer son intuition, c'est que moi, si je peux vous en parler, c'est que ça fait maintenant, j'ai 60 ans et même un peu plus bientôt. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans le milieu de l'intuition. J'ai commencé assez jeune et c'est pas loin de 35 ans, je pense, de pratique que j'ai sous la cravate, c'est-à-dire que j'ai jamais cessé de faire des lectures intuitives depuis ce nombre d'années-là et j'enseigne depuis à peu près 25 ans. Alors, les années passent, puis finalement, je dois m'ajuster à la réalité de mon âge et de l'expérience que j'ai, donc je dois le mentionner. Ça veut donc dire finalement qu'à travers les années, ben, j'ai pu voir à travers la consultation plein de types de personnes. Et j'ai pu donc enseigner à plusieurs types de personnes aussi. Puis ça m'a amené, moi, je suis très curieux, donc j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait, l'intuition, parce que quand je dis l'intuition, il faut peut-être préciser que pour moi, l'intuition, c'est pas de l'intuition que j'ai l'intuition que. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on a tous et qu'on possède tous à des degrés plus ou moins importants. Je vous parle davantage de l'intuition qui me permet de pouvoir faire un voyage à l'intérieur de moi-même pour mieux comprendre qui je suis ou encore de le faire dans un contexte professionnel. Moi, quand je vous dis que ça fait 35 ans que je fais de la pratique, c'est surtout pour faire des lectures sur des personnes, donc d'arriver à aider les gens tant dans les problèmes de santé qu'ils pouvaient avoir que des problèmes relationnels, émotionnels, spirituels. Donc, j'ai accompagné des gens à travers toutes ces années-là. Donc, et ça m'a amené donc à, à souhaiter justement donc développer, proposer un enseignement, parce que moi j'ai commencé avec un guérisseur qui s'appelle Ron Young, je devrais le dire plutôt, qui est un Américain que j'ai suivi pendant 3 ans à peu près. Et après ça, bon, il nous a carrément dit qu'on était prêt à faire notre propre démarche et c'est ce que j'ai fait. Et puis moi, ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'était de comprendre comment ça fonctionnait, l'intuition, parce que c'est quelque chose quand on parle de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, médiumnité, ce sont des termes qu'on peut souvent, qu'on connaît hein, en général. On sait un petit peu à quoi on fait référence, mais souvent c'est associé à quelque chose de mystérieux. Et quand on dit être clairvoyant, bon, souvent, ou médium, souvent on va entendre avec les médiums, souvent cette idée qu'un médium a développé la médiumnité suite à un accident ou suite à une crise particulière dans sa vie qui a fait qu'il a développé ce talent-là. Ou on va laisser sous-entendre cette idée que le troisième œil va s'ouvrir à un moment donné, on ne sait pas trop quand, mais on espère qu'il va s'ouvrir à un moment donné, puis il va nous permettre de voir ou d'entendre ou de ressentir des choses qui vont nous permettre de devenir clairvoyant, clairaudient ou clairsentient. Alors, moi, ce qui m'a, ce que j'ai voulu faire, moi, à travers cet enseignement-là que j'ai développé, qui s'appelle la pleine conscience intuitive aujourd'hui, c'était de nommer les choses de façon à ce qu'elles soient abordables pour chacun d'entre nous. Un troisième œil, c'est pas abordable parce que ça veut donc dire que quelque chose qui va s'ouvrir à un moment donné, on ne sait pas comment est-ce que ça fonctionne. Il y a un troisième œil dans le front, puis à un moment donné, il va s'ouvrir, puis ça va nous permettre de voir des choses. Alors pour moi, ça, c'était pas très concret et c'était surtout pas réaliste par rapport à ce que moi j'avais vécu. Parce que quand j'ai commencé avec Ron, j'ai eu, dès le premier stage, un coup de cœur, mais ça a été parce que j'avais une facilité. C'était facile pour moi de développer cette habileté-là. Est-ce que ça voulait dire que j'étais plus évolué que les autres êtres humains qui étaient présents dans la salle de cours? Moi, j'ai jamais eu cette impression-là. Parce que je me connais, d'une part, puis aussi parce que finalement, je me dis finalement, bon, que c'est toujours facile de se gonfler l'ego pour se dire, ah ben oui, moi j'ai ce talent-là, j'ai cette facilité-là, donc je suis quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un de spécial, tout comme chacun d'entre nous, nous le sommes, mais on n'a peut-être pas toujours cette sensibilité face à ce monde intuitif-là. Pourquoi? Parce que justement, la première problématique que l'on rencontre pour développer son intuition, c'est notre relation avec le monde imaginaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'imaginaire, pour moi, c'est le véhicule qui permet de développer son habileté intuitive. C'est-à-dire que moi, si je veux voyager à l'intérieur de moi-même, de quelle façon que je vais pouvoir le faire? On pourrait me dire, ben, tu vas faire une sortie du corps astral. On pourrait dire, ben, tu vas ouvrir ton troisième œil. On pourrait dire des choses comme ça qui veulent, finalement, à mon sens, à moi, dire peu de choses. Hein, c'est comme des mots qui désignent un phénomène qui est incompris et qui nous laisse croire quelque part qu'on le comprend parce qu'on le désigne par des mots qui ne sont pas vraiment clairs pour nous. Moi, si je vous dis, par exemple, je voyageais dans mon genou en déplaçant ma conscience de ma tête vers mon genou.
Alors, qu'est-ce qui va me faire que je vais être capable de faire ça? C'est que je vais utiliser mon véhicule imaginaire pour prendre ma conscience qui est dans ma tête et la déplacer vers mon genou. Et en faisant ça, je vais constater que ma conscience va porter son attention vers le genou. Et qu'en portant mon attention vers le genou, vers la cheville, vers le pied, vers les orteils, en déplaçant ma conscience dans mon corps, je vais constater qu'il y a des phénomènes différents qui vont se présenter à moi. C'est-à-dire que je vais avoir des images, des sensations et des mots qui peuvent être différents selon l'endroit où je me situe dans mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je déplace ma conscience dans mon propre corps, je me mets en relation avec un ensemble de cellules qui se retrouvent dans mon corps et qui ont peut-être des sommes d'informations différentes à me transmettre selon l'endroit où je suis dans mon corps. Ça veut donc dire que développer son intuition, c'est cette habileté à reconnaître que l'imaginaire est que l'imaginaire est un véhicule qui me permet donc de voyager dans mon corps et de pouvoir finalement explorer divers organes, diverses régions de mon corps pour constater que dans ces régions-là, il y a de l'information qui va se manifester à moi différemment que dans d'autres régions. Ça met en évidence un peu cette notion de langage cellulaire ou de langage intuitif. J'utilise le mot langage cellulaire, puis volontairement parce que je voulais vous parler d'une recherche dont je parle souvent, qui est pour moi importante, c'est le physicien Pop qui a mis en évidence que les cellules du corps absorbent et réémettent de la lumière. Ça veut dire que moi, quand je ferme les yeux et que je voyage à l'intérieur de moi-même, ce que je fais, c'est que je capte le rayonnement cellulaire des cellules de mon corps et je suis en mesure donc de pouvoir recevoir des images, des sensations et des mots que les cellules de mon corps émettent. Maintenant, quand on parle de clairvoyance, c'est-à-dire vers une personne, quand je dis je vais faire une clairvoyance sur une personne, je vais voir son aura, par exemple, ou que je vais ressentir son aura, ou que je vais entendre son aura, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement prendre cette fameuse conscience cérébrale qui est là et je vais la déplacer vers mon partenaire. On va voir un petit peu il y a des petites choses plus précises que je devrais vous dire là-dessus, mais là, on va partir simplement sur cette idée-là. C'est-à-dire que moi, je vais déplacer ma conscience pour me mettre en relation avec mon partenaire et en me déplaçant vers mon partenaire, comment je vais faire ça? Puisque je suis ici, puis la personne avec qui je fais la lecture intuitive, elle est devant moi. Hein, qu'est-ce qui va faire que je vais être capable de me déplacer ma conscience de moi vers cette personne-là? C'est encore là le véhicule imaginaire qui va me permettre de le faire. C'est pour ça qu'au tout début de mon cheminement d'enseignant, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'écoute imaginaire, qui est devenu aujourd'hui la pleine conscience intuitive parce que, bon, je trouvais que c'était plus facile à présenter. Mais l'écoute imaginaire, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire d'utiliser l'imaginaire comme un véhicule me permettant d'accéder donc à une autre personne qui n'est pas moi. C'est-à-dire que moi, je déplace ma conscience, je me projette vers l'autre. Et là, on commence à parler donc de projection, hein, le corps astral, projection du corps astral. Qu'est-ce que c'est que la projection du corps astral? C'est ce même phénomène-là. J'utilise mon véhicule imaginaire pour voyager dans un espace, dans la maison ici, ou dans une autre maison, ou dans un autre lieu complètement. Et on comprend ici que quand on commence à comprendre tout ça, finalement, on constate que chacun d'entre nous, quelle que soit la personne dont on parle ici, hein, on a tous cette habileté à utiliser cet imaginaire pour voyager. Alors, on peut imaginer comme un enfant, comme un adulte aussi, bien sûr, hein, qui imagine bon, des fantaisies. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui nous garde dans notre monde intérieur. C'est-à-dire, j'imagine quelque chose et cette imagination que je fais, c'est un monde féerique que j'utilise pour ma propre fantaisie. Mais quand on parle de l'intuition, c'est comme ça, on reconnaissait que notre imaginaire nous permettait de nous sortir de notre espace terrestre et même conscient pour accéder à un univers super lumineux. J'utilise le mot super lumineux pour mettre en évidence, encore une fois, que les physiciens ont reconnu qu'il existait un univers qui n'est pas accessible à l'œil nu par l'être humain. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas capable de voir cet univers-là. Par contre, les physiciens ont été capables de le reconnaître et ont été capables de l'identifier. Et ça rejoint beaucoup ce phénomène que Pop a découvert, dont il parle le rayonnement biolumineux des cellules. Ça veut dire que finalement, comme dans cet univers superlumineux, les particules vont plus vite que la lumière, je ne suis pas capable de voir cet univers-là. Donc, quand je regarde une personne physiquement, je ne suis pas capable de voir qu'autour de ce corps physique-là, il y a un rayonnement de lumière qui se dégage de cette personne-là. Je ne suis pas capable de le voir parce que les particules vont plus vite que la lumière. Tout comme l'univers superlumineux, je ne suis pas capable de voir que présentement dans cette salle-ci, il y a quelque part plein d'informations
intuitive, énergétique, plutôt vibratoire qui se manifeste dans le lieu parce que je ne suis pas capable de le voir parce que cet univers-là, les particules vont plus vite que la lumière aussi. Donc, vous comprendrez que pour moi, quand j'utilise l'imaginaire, j'accède à cet univers superlumineux-là. Et dans cet univers superlumineux-là, il n'y a pas d'espace-temps et on peut donc voyager d'une façon infinie. Puis, dans ce lieu-là également, l'information s'accumule sans cesse. Alors, ça fait référence un peu à ce que vous avez déjà peut-être entendu parler, qu'on appelle ça les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est un terme ésotérique, spirituel, qui a été identifié pour désigner un lieu dans lequel il y aurait le savoir de l'humanité qui se retrouverait là. Et on peut certainement envisager aujourd'hui que ce lieu-là n'est pas un lieu, c'est un champ quantique. Et que ce champ quantique-là, on a accès à celui-ci par le biais de cet univers super lumineux-là. Donc, on ne parle pas d'un lieu physique, d'un lieu terrestre ou d'un lieu vibratoire même. On parle quelque part que ma conscience a accès au champ quantique et que dans le champ quantique, elle peut se relier à toute chose puisqu'il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire que par le simple fait que je veuille avoir accès à une information d'une époque X, Y, Z, je peux y accéder dans l'immédiat par le biais de cette démarche intuitive que je viens de vous nommer. Donc, la première chose qu'il faut comprendre ici, c'est comment développer son intuition. Ben, c'est d'abord et avant tout reconnaître que le support imaginaire est fondamental dans notre démarche intuitive et que ce support imaginaire-là, quand on commence à comprendre comment il fonctionne, ben, on peut effectivement jouer avec lui. Dans l'enseignement que moi je propose, souvent, je le propose de l'appliquer vers moi, cette pratique intuitive-là. Pourquoi? Parce que quand on veut commencer à comprendre comment fonctionne un outil, on ne peut pas chercher à le développer sur une autre personne. On peut le faire, mais ça m'apparaît moins judicieux qu'être capable de reconnaître qu'en dedans de moi, j'ai donc un ensemble d'informations qui animent mon corps. Et cet ensemble d'informations me concerne l'aspect énergétique. Les cellules de mon corps absorbent et rémettent de la lumière. Donc, je suis un champ de lumière. Ce champ de lumière-là, si l'énergie circule harmonieusement dans celui-ci, si les organes ont une bonne capacité de recevoir et d'émettre de la lumière, il va y avoir donc une santé parfaite. Mais s'il n'y a pas de santé parfaite, il va donc y avoir des perturbations. Donc, si je commence à voyager autour de moi pour chercher justement à reconnaître où se trouvent ces zones de perturbation-là, ben, je vais apprendre à découvrir que les cellules de mon corps qui se trouvent dans ces régions-là ont la capacité de me communiquer de l'information pour me faire comprendre que j'ai des problématiques de santé, par exemple, dans ces espaces-là. Et évidemment, je vais pouvoir donc commencer justement à développer la connaissance de mon être, tant dans l'aspect santé physique et énergétique, mais je vais constater que dans cette santé physique et énergétique-là, il y a aussi de l'information psycho-émotionnelle. Par exemple, une congestion que j'ai dans un organe peut être aussi animée par une conscience émotionnelle, qui peut être associée donc à des événements dans ma vie qui ont favorisé cette congestion-là. Donc, on comprend ici qu'il y a vraiment des interactions entre la santé physique, énergétique et psycho-émotionnelle. C'est vraiment un genre de tout. Et que ce tout-là, quelque part, c'est ce qu'en médecine douce, on appelle ça une vision holistique. C'est-à-dire qu'on comprend que la santé n'est pas simplement, n'est pas segmentée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah, moi, j'ai un problème de santé physique, mais je n'ai pas un problème de santé énergétique ou psycho-émotionnel. On peut simplement reconnaître que le problème de santé physique a donc une interaction avec une réalité énergétique puis une réalité psycho-émotionnelle. Et il y a inévitablement un lien qui existe entre les trois. Donc, on ne peut pas finalement segmenter les choses. On doit reconnaître qu'effectivement, c'est un ensemble d'informations et ça nous remet en question, évidemment, toute la vision de la maladie. Quand on pense aux médecins qui vont dire, ben, vous êtes malade, madame, durant la nuit, vous avez eu telle maladie qui s'est développée, on comprend, on oublie quelque part de parler de prévention. La prévention, c'est effectivement, c'est que si moi, j'apprends à gérer cette circulation énergétique dans mon corps, ben, j'apprends à favoriser la santé dans mon être. Et c'est ça, quelque part, qui est l'objectif qu'on a tous quand on entreprend cette démarche intuitive. Donc, comment développer son intuition? C'est pas juste devenir intuitif, c'est devenir conscient qu'on a une capacité d'influencer notre santé d'une façon constante et continue et que l'intuition nous permet de communiquer avec les cellules de notre corps pour comprendre davantage ce que l'on est, comprendre davantage nos besoins et d'apprendre à les accompagner à travers la démarche que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a une question qui est posée de Yann. Voulez-vous dire qu'il est possible de faire un autodiagnostic médical par le fait de fixer son intuition sur une zone précise du corps? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, Yann, pour la simple raison que tu utilises un terme défendu par la loi qui s'appelle l'autodiagnostic médical. On ne peut pas faire un autodiagnostic médical à moins d'être un médecin. Donc, on ne peut pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'évaluer un potentiel santé. Ce potentiel santé, j'aime ce terme-là, mon potentiel santé, parce que ça met en évidence deux choses. Ça met en évidence la santé. Ça veut donc dire que moi, quand je fais un voyage dans mon corps, je peux constater que des régions dans mon corps où ça circule moins bien dans mon corps. Il y a une moins bonne circulation énergétique.
En physique quantique, on va parler donc d'entropie à ce moment-là. C'est un thème un peu technique, mais ça met en évidence quelque chose d'intéressant. L'entropie, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dans mon corps, je suis en santé, mais dans mon corps, il y a des zones d'usure. Ça veut dire quoi des zones d'usure? Ça veut dire que l'énergie n'est pas fluide et harmonieuse dans certaines régions de mon corps. Et si elle n'est pas fluide et harmonieuse, ça veut donc dire que mon corps, sans que ça paraisse, fait des efforts pour préserver un état de santé apparent. Sauf que dans la structure énergétique, il y a donc une entropie, donc des zones d'usure. Quand je regarde le champ énergétique d'une personne qui a des zones d'usure, je vais donc constater qu'il y a des zones de perturbation dans son champ énergétique. Les cellules n'ont pas un rayonnement lumineux adéquat. Il y a donc des zones de perturbation qui indiquent bien quelque part que dans certaines régions de mon corps, le potentiel santé n'est pas optimal. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je peux intervenir sur ce potentiel santé-là pour le rétablir, pour l'améliorer, pour garder le plus possible la santé dans mon corps. Alors, vous voyez qu'on est loin de la vision médicale classique qui nous amène à se dire, par exemple, bon, mais attends d'être malade, on va te soigner. Là, on parle ici donc de ne pas attendre d'être malade, mais de chercher justement à favoriser la santé d'une façon constante et continue en apprenant justement à s'accompagner dans une démarche personnelle. Tout comme quand je fais une lecture intuitive à une personne, ce que je vais chercher à faire avec cette personne-là, c'est de chercher à favoriser son alignement. Son alignement, ça veut dire quoi? De favoriser que la circulation énergétique dans son corps soit optimale. Que son potentiel santé soit optimal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie circule le plus fluidement possible dans son corps, favorisant donc la négantropie, donc la non-usure du corps. Et d'autre part, ça va favoriser la cohérence psychologique. C'est-à-dire que si l'énergie circule parfaitement harmonieusement dans mon corps, c'est-à-dire que je suis dans une relation d'harmonie avec moi. Ça veut donc dire que les émotions et les pensées qui sont en moi ne sont pas dans un processus de conflit intérieur. Elles sont dans un processus d'alignement avec l'être que je suis, qui va favoriser donc l'épanouissement, qui va favoriser évidemment aussi une relation avec le monde spirituel qui va être plus harmonieuse, parce que je ne serai pas dans une position de fermeture ou d'isolement envers le monde qui m'entoure. Je vais dans un processus d'ouverture. Et c'est ça un peu c'est comme ça qu'on peut décrire donc cet état de ce voyage-là intérieur. Ce voyage-là intérieur que je fais, c'est pour favoriser donc la négantropie, donc la santé optimale, tant au niveau énergétique que psycho-émotionnel que spirituel. Quand je le fais sur quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose que je vais chercher à travailler pour permettre justement cet équilibre le plus important à prendre forme. Donc, c'est ça un petit peu que je vous dirais concernant cela. L'autre chose que j'avais donc envie de... Là, je viens de faire une petite présentation, évidemment, qui nous permet de mettre en place un peu ce que c'était que développer son intuition. Vous avez compris que l'imaginaire est un élément important et que l'imaginaire est important. Puis maintenant, on va regarder les étapes qui vont permettre le développement de l'habileté intuitive. La première, j'en avais parlé lors de la première conférence, mais la conférence la plus récente que j'ai faite avec vous, que vous avez peut-être vue, qui était concernant donc l'harmonie des trois cerveaux. On en avait parlé, puis je vous avais présenté un genre de protocole afin de vous préparer, de vous donner l'opportunité de mettre en place un genre de protocole pour favoriser donc une nouvelle expression de vous-même, plus en harmonie avec vous. Et c'est un peu en relation avec les trois cerveaux, donc le cerveau du ventre, cerveau du cœur, cerveau de la tête. Et une pratique chamanique qui est très importante dans le développement de l'intuition, ça s'appelle l'enracinement, est une technique qui, à mon sens, à moi, rejoint parfaitement cette idée de l'harmonie des trois cerveaux. C'est-à-dire que la première étape, c'est de se relier à la Terre, donc les pieds au sol. On va reconnaître que la Terre produit un champ qui est reconnu scientifiquement, qui s'appelle le champ Schumann. Moi, mon corps, je suis capable de me prolonger à l'aide de mon support imaginaire, ma conscience, pour me syntoniser avec le champ électromagnétique de la planète Terre, ce qui veut donc dire que je suis en quelque sorte capable de me relier au champ électromagnétique de la planète Terre, de reconnaître ce champ électromagnétique-là et de l'amener dans mon corps et de l'accompagner afin qu'il puisse se propager dans mon corps et harmoniser mon être. C'est un peu comme un auto-soin que cette pratique d'enracinement-là. Et cette pratique d'enracinement, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? C'est que plus j'augmente ma circulation énergétique dans mon corps par la présence du champ Schumann, qui se manifeste quelque part dans mes cellules de mon corps, je vais donc favoriser l'émergence de signaux qui se trouvaient bloqués en quelque sorte dans mes jambes, par exemple, dans mon bassin, et ainsi de suite. Donc, on se rappelait que dans le cerveau du ventre, une des particularités du cerveau du ventre, c'est que le nerf vague est un nerf très, très long et il est dans les jambes. Puis, quelque part, quand on fait venir cette énergie de la Terre, ben, finalement, on va permettre possiblement à
faire émerger, s'il y a des blocages dans nos jambes, bien, ça va faire émerger des signaux, des images, des sensations et des mots qui vont nous faire comprendre qu'il y a des zones de perturbation, des zones de déséquilibre dans nos jambes qui empêchent l'énergie de la Terre de circuler adéquatement en soi. Donc, la pratique d'enracinement est en quelque sorte une façon de reconnaître qu'on est une antenne et que l'antenne doit vibrer de partout. Et que la première tentative pour faire vibrer cette antenne-là, c'est de se relier avec l'énergie de la Terre de nos pieds jusqu'à notre bassin. Ça, c'est la première étape qu'on avait vue d'ailleurs dans la conférence précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à la visionner. Puis après ça, évidemment, on constatait que l'énergie de la Terre allait circuler dans notre chakra racine sacré solaire, dans lequel je vous avais invité, ça allait remonter jusqu'au cœur. Et c'est là qu'on touche le cerveau du cœur, le cerveau au niveau localisé au niveau du cœur. Dans cette deuxième étape-là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est que l'énergie de la Terre va circuler, elle va se propager dans nos chakras inférieurs pour monter jusqu'au chakra du cœur. Et les chakras du cœur, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Ce chakra-là, il va chercher simplement à accueillir ce que l'on est. Accueillir nos besoins de sécurité, nos besoins affectifs, émotionnels, notre désir de nous affirmer afin de nous aimer, qui est le cœur. Alors, tout ça, finalement, va m'amener à quoi? Va m'amener effectivement à constater que s'il y a des perturbations dans ces régions dans mon corps, ben, je vais finalement apprendre donc à devenir conscient de chacun de ces blocages-là et à chercher donc à m'harmoniser, à accueillir tout ça pour que je sois en paix avec moi. Donc, la première étape de l'enracinement, c'est de favoriser cet état de paix qui va faire que par la suite, quand je suis dans cet état de paix dans mon chakra du cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un cri d'amour, je vais l'appeler comme ça. Un cri d'amour dans le sens que c'est une émergence de quelque chose de positif qui va ressortir vers le haut. C'est-à-dire que dans mon cœur, quand je suis dans cet état de gratitude et de compassion et d'acceptation de mon être, il va y avoir donc un sentiment d'amour que j'ai envers moi-même. Et ce sentiment d'amour va émettre une émotion une énergie électromagnétique qu'on pourrait qualifier d'émotion de compassion, par exemple, ou d'énergie d'amour, qui va se déployer vers le haut de mon corps et qui va entraîner ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, vous voyez que c'est intéressant de bien comprendre que la pratique de l'enracinement nous permet justement de favoriser cette connexion-là avec les trois cerveaux. Alors, évidemment, quand je suis relié au niveau du cœur, qu'est-ce qui va se passer normalement? C'est que je vais me relier à l'énergie du ciel. Je vais donc accepter, évidemment, que je suis en interaction avec le soleil qui émet de la lumière. Mes cellules du corps absorbent et émettent de la lumière provenant du soleil, mais aussi les planètes et les étoiles envoient des champs électromagnétiques sur la planète Terre, et moi, en tant qu'être humain, par ma capacité justement d'utiliser encore une fois le véhicule imaginaire, je vais me syntoniser avec ces énergies-là afin qu'elles puissent se manifester en moi et amplifier mon champ énergétique et me gorger de lumière, quelque sorte. On pourrait voir ça comme ceci. Donc, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, je me retrouve dans une position d'alignement. La position d'alignement, c'est la position de verticalité dans laquelle j'accepte que je suis une antenne qui vibre de partout. Et dans cette position de verticalité, ben, je vais pouvoir me rendre réceptif à l'idée que je suis devenu un témoin qui va pouvoir utiliser le véhicule imaginaire pour apprendre à simplement observer ce qui se passe en lui comme un observateur. Et cette position de témoin va partir de mon cœur, puisque la terre et le ciel vont se rejoindre dans mon cœur et vont me permettre donc de voyager à l'intérieur de mon corps pour être capable de capter des images, des sensations et des mots, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que la lecture intuitive va commencer à se développer à partir du moment où j'ai bien reconnu cet alignement, cette harmonie des trois cerveaux, que j'ai appris donc justement à être de plus en plus en harmonie, en état de paix avec moi, pour être capable de reconnaître qu'il y a une forme d'énergie plus grande que moi, qui est la position de témoin, qui va me permettre donc d'être observateur de qui je suis, comme un peu dans une position de méditation, et d'apprendre à communiquer avec les signaux qui sont en moi. Tout comme quand je le fais sur quelqu'un d'autre, c'est un peu la même démarche qui va être effectuée, où je vais apprendre à être dans une position de témoin et je vais être capable de communiquer avec les images, les sensations, les mots qui sont présents dans la démarche. Alors, je ne sais pas si je suis clair par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais vous voyez, ça, c'est vraiment comment développer son habileté intuitive. Ben, on est vraiment dans le feu du sujet, on ne peut pas être à côté en parlant de ces choses-là, parce que c'est vraiment la méthodologie. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ben, moi, je vais vous dire très franchement que moi, ça fait 35 ans que je pratique et je suis toujours dans l'apprentissage. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, l'être humain que nous sommes, nous avons des possibilités immensément vastes au niveau de ces habiletés-là. Et le défaut, la problématique qui nous empêche d'accéder si facilement que cela à ces talents-là,
Dans un premier temps, c'est notre manque de foi, le manque de foi envers le support imaginaire. On nous a enseigné depuis qu'on était enfant que l'imagination, c'était quoi? Mais c'est de l'imagination, c'est futile. Il y a juste les créatifs, les artistes qui peuvent avoir de l'imagination qui peut être constructive. Mais en général, ça sert à rien, l'imagination. On invente des histoires. Il ne faut pas faire confiance à ça. Hein, quand on dit, par exemple, ben, moi, je connecte avec mon propre Dieu, ben, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ben non, mais tu n'as pas le droit de communiquer avec ton propre Dieu. Il y a Jésus dans la religion catholique, il y a Bouddha dans la religion X, et ainsi de suite. On va chercher à nous imposer un monde spirituel qui n'est pas le nôtre. Alors que nous sommes des êtres humains à part entière, chacun d'entre nous, nous avons tous une individualité et nous avons tous cette capacité à reconnaître que ce véhicule imaginaire nous permet de voyager dans cet univers superlumineux-là. Cet univers superlumineux n'appartient pas à un pouvoir, un gouvernement ou je ne sais quoi. Il appartient à l'humanité tout entière. Et cette humanité tout entière, lorsqu'elle se libère de toute cette structure gouvernementale, politique, économique, sociale et tout ce que vous voulez qui nous ont été transmises tout au long de notre vie, ben c'est là qu'on commence à toucher véritablement le talent intuitif. Parce que le talent intuitif, s'il est coloré par plein de croyances, X, Y, Z, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient politiques ou autres, on n'est finalement pas dans l'intuition. On est dans la programmation. On est dans la limitation. Alors, vous comprendrez quelque part que toute la démarche intuitive, elle repose justement sur cette habileté de ne pas se fier simplement à ce qui nous a été dit. Moi, le plus bel exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est quand j'ai commencé ma pratique et je me suis intéressé aux chakras. Dans l'enseignement que je recevais, les chakras, il y a peu d'informations qui étaient données. C'était quelqu'un qui n'enseignait pas d'une façon théorique, c'est quelqu'un qui nous faisait expérimenter des choses. Donc, pour moi, les chakras, malgré que j'avais fait 3 ans de formation, je ne connaissais pas vraiment théoriquement ce que c'était. J'ai été dans les librairies, je m'y suis intéressé et j'ai constaté que les chakras, quelque part, c'était, dans les livres, en tous les cas, un monde que je ne reconnaissais pas. C'était un monde théorique, un monde finalement qui était beaucoup de théories, beaucoup de mots, beaucoup de concepts ésotériques, yogiques, etc., mais qui ne me parlaient pas du tout, alors que moi-même, je pratiquais. Donc, vous voyez à quel point il y avait vraiment une impasse un peu là-dedans. Hein. C'est-à-dire que se retrouver dans une librairie avec plein de livres sur les chakras, puis de ne pas en retrouver un qui parle des chakras tels que moi, je les avais expérimentés, alors que pourtant, je faisais des lectures intuitives déjà à ce moment-là. Donc, pour comprendre ici que les concepts théoriques sont piégeants dans l'intuition parce que quelque part, les concepts théoriques nous éloignent de l'expérience. L'expérience, seulement, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Parce que quand on expérimente quelque chose, on peut en parler dans notre expérience. On peut arriver justement à s'approprier quelque part cette expérience parce qu'on peut la répéter et quand on la répète, on arrive à la confiance de l'expérience que l'on fait. Alors que si quelqu'un nous dit, ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, là. Non, non, il faut que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On régimente les choses, on les encadre, et parce qu'on les encadre, elles nous limitent. Elles nous limitent dans notre façon d'aborder la démarche intuitive. Moi, je me rappelle toujours d'un enseignement que j'avais suivi. J'avais 2 formations parallèles, une formation avec les guérisseurs, puis une formation dans une formation de psychothérapie corporelle. Et la formation en psychothérapie corporelle nous interdisait d'aborder l'aspect intuition. C'était défendu, c'était non reconnu, c'était charlatanisme, c'était bon, c'était pas bien. Alors j'étais dans cet enseignement-là, j'avais pas le droit de parler de l'enseignement que je suivais à côté. Puis en même temps, il y a des techniques que j'ai constatées qui se ressemblaient. Et ce qui était étonnant, hein, de voir ça, puis finalement, qu'est-ce que je constatais, c'est que le guérisseur, lui, qu'est-ce qu'il nous disait? Ben, il nous disait quelque part que quand on communiquait avec notre père, par exemple, dans notre monde imaginaire, ben, on communiquait avec le père, vraiment le père. C'est un peu comme si on faisait une lecture intuitive, une clairvoyance, pourrait-on dire, de notre père. Notre père physique, hein, génétique. Hein. Et quand on faisait la démarche avec la psychothérapie corporelle, on nous disait, ben non, mais là, tu communiques avec l'archétype du père ou avec une énergie à quelque part de qu'est-ce que représente ton père, etc. Et c'est intéressant parce que quand je comprenais quelque part que si moi, mon imaginaire est cadré dans l'idée que je communique avec l'énergie de mon père, de la représentation que j'ai de mon père, ben ça me limitait dans un cadre. Puis que quand je commençais à reconnaître qu'il était possible de me mettre en relation véritablement avec mon père, avec l'énergie de mon père, ben ça crée un autre cadre qui me permettait de voyager avec beaucoup plus d'habileté et beaucoup plus de grandeur, pourrait-on dire, beaucoup plus de voix possibles. Donc, on comprend ici que notre imaginaire doit absolument accepter l'idée, et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, qui n'était pas quand j'ai commencé, qui n'était pas là, c'est la physique quantique, les neurosciences, l'épigénétique, qui ouvrent, élargissent notre point de vue, qui remettent en question plein de concepts qui étaient figés dans l'espace humain et qui étaient figés dans l'imaginaire aussi, et qui commencent à nous dire, ben non, on s'était trompé.
Hein, on croyait des choses, mais on s'était trompé. Et là, on commence à se rendre compte que l'imaginaire qu'on pensait qui était un peu prisonnier de notre corps, ben, mon Dieu, cet imaginaire, il peut voyager pas mal plus loin qu'on pensait. Hein, les téléphones cellulaires, les portables, tout ça, ben, ça ouvre la porte à quoi? Mais ça ouvre la porte à l'idée, je prends mon téléphone, je parle à quelqu'un qui est en Chine, je vois pas de fil, je vois pas de rien qui me lie à cette personne-là. Pour ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, qui sont un peu comme des êtres préhistoriques, ben quelque part, au début, moi, quand j'allais en Europe, je n'avais pas de téléphone cellulaire aussi facilement. C'était compliqué de téléphoner je suis appelé au Canada, il fallait que je trouve un moyen de le faire. C'était pas facile. Et avec les années, aujourd'hui, ben, que je sois en Europe, que je sois n'importe où dans le monde, ça pose plus de problème grâce à ces moyens-là. Donc, on comprend quelque part que l'imaginaire, c'est mondialisé d'une certaine façon, et c'est certain que notre imaginaire se libère progressivement de tout ça. Puis je pense que c'est drôlement important, grâce aux neurosciences, de mettre en évidence à quelque part, de reconnaître de plus en plus les talents cachés, insoupçonnés que l'être humain, que nous avons en tant qu'être humain. Et je pense que dans ce sens-là, bien évidemment, tout ce processus de travail intuitif que je vous propose aujourd'hui, ben, c'est certainement un moyen, à quelque part, de se rendre compte qu'on a des talents qui nous ont été rejetés, qui ont été rejetés. Et quand je dis rejeter, je pèse pas, hein, je fais pas, c'est bien les mots rejetés qu'il faut utiliser. Hein. C'est-à-dire que quand on passe au Moyen Âge, le nombre de personnes qui ont été mises sur un bûcher parce qu'ils osaient finalement être différents que la croyance, hein, quelque part, qui nous est imposée face à la religion, hein, ben, on comprend quelque part que notre imaginaire a été programmé à ne pas avoir le droit d'utiliser justement une forme d'utiliser l'imaginaire comme un moyen de communiquer avec Dieu. Il fallait passer par la religion catholique. Hein. Par exemple, je m'adresse aux gens qui sont dans la religion catholique, puis on regarderait dans d'autres voies spirituelles ou religieuses, on reconnaîtrait quelque part cette même structure, ce même cadre qui fait que notre imaginaire n'avait pas la possibilité d'être libre. Il fallait quelque part qu'il soit coloré dans une forme particulière qui était acceptable, point de vue humain, pour pouvoir finalement avoir accès à Dieu. Donc, vous comprenez quelque part qu'on s'est fait un peu travestir là-dedans. Notre imaginaire est devenu à quelque part programmé, manipulé pour ne pas accéder à sa grandeur. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, il est peut-être le temps de s'ouvrir à cette possibilité-là. Donc, ça, c'était un petit peu pour vous présenter donc, la lecture intuitive. Je l'avais un petit peu parlé avant, donc je me dis, bon, on pourrait envisager l'autre idée qui est un autre élément qui est très important dans la pratique que moi j'ai proposée, c'est qu'avec le temps, je constatais qu'il était possible de changer ce que je percevais dans le champ énergétique d'une façon assez rapide. Et c'était comment je faisais ça, c'est que je constatais que par mon intention, je pouvais, par exemple, rentrer dans une scène. Par exemple, je donne un exemple, je rentre dans une scène, une personne, je la vois à l'âge de 5 ans abandonnée. Je pouvais constater que je pouvais rentrer dans la scène et interagir avec l'enfant de 5 ans pour le modifier, le déprogrammer, le transformer, etc. Et ça permettait, je constatais que ça amenait une transformation dans la perception qui était observée, et cette transformation faisait que l'enfant qui était abandonné ben, se transformait en une expression évolutive de la personne devenue adulte et qui me montrait un chemin qu'elle devait apprendre à apprivoiser. Pour moi, c'est ce que j'appelle des potentiels évolutifs, c'est-à-dire qu'on est programmé avec des limitations, et cette programmation limitée fait quelque part que notre structure génétique, entre autres, se trouve être figée. Bruce Lipton, justement, qui a beaucoup contribué pour l'épigénétique, a bien mis en évidence cette idée, justement, que les émotions quelque part, qui sont figées, sont des émotions, finalement, qui contribuent à garder un code génétique identique. Hein. Il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution, pourrait-on dire. On est programmé à quelque chose, puis on est ça, puis on va devenir ça. Hein, c'est comme ça qu'on pensait il n'y a pas si longtemps. On commence à remettre en question de plus en plus sérieusement les choses à ce sujet-là, et c'est intéressant parce que ça met en évidence cette notion, justement, que dans le champ énergétique, il est possible, donc, de changer les conditions qui se retrouvent dans notre champ énergétique, hein, des conditions, effectivement, que si je ne touchais pas ces conditions-là, ben, elles demeuraient figées. Elles demeureraient complètement, on serait prisonnier d'une certaine façon, d'un certain état. On sait aujourd'hui que l'évolution change. À une certaine époque, se marier, par exemple, ça impliquait que j'étais marié avec quelqu'un à la vie. Hein. On ne pouvait pas se divorcer, c'était comme ça. On est obligé, c'était jusqu'à la fin de notre vie que c'était comme ça. Aujourd'hui, bien évidemment, on comprend quelque part que se marier, divorcer, se remarier, divorcer, se marier, bon, c'est plus un problème. On peut le faire à plusieurs reprises dans une vie. C'est plus quelque chose qui est si incroyable que ça. Donc, on comprend évidemment que cette notion d'être figé, ben, c'était une façon, quelque part, pour nous garder dans une espèce de privation de notre individualité. Parce que quand je suis figé,
je ne suis pas en mesure d'évoluer, de progresser, de cheminer parce que je n'ai pas le droit. Je dois rester prisonnier d'un certain état. La génétique reflète ça un peu. La compréhension qu'on avait des gènes représentait ça. Aujourd'hui, cette transformation nous amène à prendre conscience qu'il est possible de reconnaître que dans notre corps, il y a des transformations perpétuelles qui se font à l'intérieur de soi et que moi, en apprenant à développer mon habileté intuitive, je peux apprendre donc à accompagner ce changement-là pour l'amplifier même, tout comme je peux faire un travail sur un partenaire pour aider aussi cette personne-là à devenir conscient des changements qui s'opèrent en elle et de l'aider justement à ce que ces changements-là deviennent tellement puissants qu'elle puisse effectivement s'actualiser dans la matière. Donc, alors la déprogrammation, qu'est-ce que c'est finalement? C'est ce qu'on peut appeler le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que moi, par ma pensée, je peux, par exemple, constater que l'enfant qui se sent abandonné, qui est devant moi, hein, qui appartient à un client, à une personne que je soigne, bien, cet enfant-là, quelque part, bien, puisse avoir un besoin, par exemple, d'être soutenu par moi. Par exemple, l'enfant pourrait me faire cette demande-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis un être capable, par mon véhicule imaginaire, de créer par mon intention la demande qui m'est faite. Et ça, je peux le faire dans l'immédiat. Et ça veut donc dire que moi, à partir du moment que j'ai créé cette intention-là qui m'était demandée, je peux l'envoyer vers cette énergie-là. Et cette énergie-là va la recevoir. Et si elle le reçoit, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une transformation. Cette transformation va m'amener justement à prendre conscience que plus je donne à l'énergie qui est présente, qui est perturbée, ce dont elle a besoin, plus il y a une transformation progressive qui va s'effectuer, qui va m'amener à me rendre compte effectivement que plus la personne qui est devant moi est harmonisée avec elle-même, plus elle me montre une position d'alignement. Ce qui fait qu'à la fin d'une consultation, souvent, la personne va ressentir un plus grand alignement, mais elle va aussi avoir compris une somme d'informations qui l'amène justement à cet alignement-là. C'est-à-dire qu'elle va comprendre qu'elle a développé des comportements qui sont en désaccord avec qui elle est, et que l'essence fondamentale de l'être qu'elle est a envie de l'inviter à prendre un autre chemin, une autre voie, une autre route. Et c'est ça qui est quand même très intéressant dans cette idée de la déprogrammation, qui met en évidence un peu cette notion du cerveau quantique, hein. Le cerveau quantique, finalement, tantôt je vais parler des 3 cerveaux. Le cerveau quantique, c'est le 4e cerveau, on va l'appeler comme ça, qui représente quoi? Mais il représente l'ensemble du rayonnement biolumineux de mon corps. C'est-à-dire que moi, je suis un champ de lumière et ce champ de lumière-là est, à quelque part, un cerveau. Et ce cerveau-là, c'est les physiciens hein, qui mettent cette hypothèse-là. Moi, je ne fais que vous transmettre à quelque part un ensemble d'informations que j'ai pu accumuler à travers tout ça. Mais ce cerveau quantique-là, qu'est-ce qui est intéressant? On émet l'idée que c'est un ensemble de probabilités qui se retrouvent dans ce cerveau quantique-là. C'est-à-dire que toutes les probabilités qu'on peut imaginer par rapport à notre vie se retrouvent là. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai toutes les options possibles dans ma vie qui se retrouvent dans mon champ quantique. Qu'est-ce qui va faire que je vais répéter toujours la même chose tout au long de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie? C'est que je suis figé dans la conviction que je ne peux pas envisager d'autres solutions que celles que j'ai toujours prises jusqu'à maintenant. Et pourquoi je suis comme ça? Mais parce que je suis finalement figé dans un niveau d'expérience que je ne suis pas capable de concevoir autrement. Alors, vous comprendrez ici que la déprogrammation, qu'est-ce qu'elle nous ouvre, qu'est-ce qu'elle ouvre comme porte? C'est la possibilité de se dire, ben, tiens, dans l'immédiat, je peux donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour l'amener à une transformation et pour lui permettre justement de ne pas rester prisonnier de convictions, de certitudes, de blessures qui nous gardent dans une forme de prison intérieure pour permettre l'émergence d'une expression de soi qui serait certainement la meilleure version de soi, la plus belle version de soi. Et ce qui est intéressant de comprendre dans ce cerveau quantique-là, et c'est ce que moi j'observe beaucoup dans ma pratique, c'est que dans ce cerveau quantique-là, il y a de multiples possibilités. Ça veut dire que quand je regarde d'un point de vue intuitif ce champ quantique-là, je vais donc constater qu'il y a des mémoires, donc il y a un rayonnement reflétant la santé, le potentiel santé des organes du corps de mon partenaire. Je vais constater que dans cette énergie vitale-là, il y a des informations associées à son histoire personnelle, donc des événements de sa vie, de son histoire, qui se trouvent programmés, figés dans son champ énergétique. Je vais constater qu'il y a des mémoires d'autres vies qui peuvent être associées à ça, des mémoires familiales qui peuvent être associées à ça aussi, et que tout ça, finalement, va refléter ce que moi j'appelle un potentiel limitatif, c'est-à-dire un potentiel qui fait que l'individu ne peut pas envisager une démarche évolutive. Hein, parce que si on reste figé dans toute cette dimension que je viens de vous nommer, on va faire une lecture de quelqu'un en disant, mais voilà, tu es figé parce que tu as vécu ça, dans d'autres vies, tu étais ça, et dans tes mémoires familiales, tes ancêtres ont fait ça, donc tu es ça. Puis c'est comme ça que tu es. Merci, au revoir. Ça serait vraiment une démarche non évolutive.
ce serait simplement faire le constat quelque part qu'il y a une forme de destinée figée, limitée, et on ne peut pas rien changer. La physique quantique, entre autres, a beaucoup révolutionné cette vision des choses. L'épigénétique dont je parlais tantôt, la neuroscience aussi amène beaucoup cette notion-là. C'est qu'on comprend que le cerveau, que les gènes, que, à quelque part, ce champ de lumière, finalement, est quelque chose qui est en permanente évolution, progression, changement. Il n'y a rien, c'est comme une forme de chaos, mais un chaos qui est ordonné. Mais c'est un chaos que, de mon point de vue à moi, qui est un humain, je ne le vois pas cet ordre-là. Hein, mais d'un point de vue extérieur, si je me prends un petit peu plus de hauteur, je vais constater, dire, OK, il y a un chaos apparent, mais je vois bien effectivement que tu t'en vas vers quelque part, que tu ne vois pas présentement, mais que tu t'en vas vers quelque part. Donc ça, c'est important de bien comprendre cette idée que dans la démarche intuitive, on a cette capacité de prendre de la hauteur envers une situation problématique et on comprend que derrière le chaos qu'on peut voir apparaître en tant qu'humain, ben, il y a quelque part quelque chose d'ordonné. Et cette capacité de voir ça est très intéressant parce que ça nous permet de nous tendre la main et de comprendre justement qu'à travers la foi envers nos propres capacités, nos propres ressources, on peut cheminer puis évoluer, progresser pour amener donc un mieux-être dans sa vie à prendre forme. Donc ça, c'était pour la déprogrammation, qui était le deuxième volet de la pratique intuitive, puisque la pleine conscience intuitive, il y a trois grands volets. Il y a la lecture intuitive, donc lire soi-même ou lire un partenaire, qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Il y a l'aspect déprogrammation qui nous permet donc de constater qu'il y a des limitations qu'on a en soi, mais qu'on peut interagir sur ces limitations-là pour les libérer, pour donner accès à des potentiels évolutifs qui n'étaient pas accessibles autrement, ce que je viens de vous présenter, hein, qui met en évidence un peu cette notion d'épigénétique. Et le troisième aspect qui est très important, qui concerne donc le transfert d'énergie, de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux être un être de lumière, c'est-à-dire de quelle façon que moi, je peux transmettre de la lumière vers moi-même ou vers un partenaire pour permettre justement une plus grande capacité d'emmagasinement de la lumière dans mon corps ou dans le corps d'un partenaire. Cette lumière-là a une fonction régulatrice au niveau de la santé, mais une fonction régulatrice aussi au niveau de l'aspect psycho-émotionnel et spirituel. C'est-à-dire que plus je suis dans une position où la lumière circule en moi, plus je suis dans un potentiel santé optimal et plus je suis dans un potentiel de régularisation de mes émotions et de mon esprit qui soit cohérent avec qui je suis. Cette cohérence-là est importante. Elle met en disant cette idée que quand je suis en état de cohérence, je suis dans le moment présent et je suis en alignement avec qui je suis. Je ne suis pas prisonnier de mon passé, du passé des mémoires d'autres vies ou des passés familiales. Je suis dans un moment présent où je suis en cohérence avec qui je suis, en harmonie avec le potentiel que je suis réellement. Si je suis figé dans toute cette histoire de mon passé, que je suis prisonnier de tout ça, je ne peux pas être dans cette position d'être dans le présent et d'être libre. Je suis constamment omniprésent, conscient, en quelque part, des limitations qui m'empêchent d'accéder à mon potentiel évolutif. Vous comprenez? Alors, c'est ça, quelque part, que le transfert d'énergie va permettre de faire, c'est que ça va permettre donc de régulariser cette capacité de recevoir la lumière en moi. Et plus je reçois cette lumière-là, mais plus je développe cette forme de cohérence qui va donc favoriser la santé à tous les niveaux de l'être que je suis. Maintenant, elle va favoriser la santé dans la mesure que je suis capable d'intégrer cette lumière-là dans mon corps. Pourquoi je n'intégrerais pas cette lumière-là dans mon corps? Mais parce que j'ai des blocages qui peuvent être associés à la santé, donc des fonctions énergétiques qui ne sont pas optimales dans mon corps. Je pourrais être également perturbé par des émotions qui sont figées en moi, qui m'empêchent de pouvoir accéder à cette lumière-là. Des pensées, des croyances, des limitations. Vous voyez, c'est pour ça que la pratique intuitive sur soi-même est la base de toute chose, puisqu'elle nous permet de faire un genre de travail de base pour être capable de se déloger de tous ces blocages-là pour accéder à la lumière de façon plus importante. Et ce qui fait qu'après ça, je suis capable d'aller vers l'autre avec beaucoup plus d'aisance et de facilité. Donc, ça, c'était les trois grands volets de la pratique intuitive. J'aimerais peut-être dire un mot sur la médiumnité, puisque c'est dans la pratique de la pleine conscience intuitive, la médiumnité, c'est simplement un autre point de vue de la pratique intuitive. Et cet autre point de vue-là, qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est simplement l'idée qu'on peut communiquer. On parle de lumière, donc on peut communiquer avec de la lumière organisée d'une façon supérieure. Et c'est là qu'on va appeler les guides. Alors, les guides, il y a des gens qui vont dire, ah ben, tu as un guide, tu as 3 guides, tu as 5 guides, tu as ceci, tu as cela. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons des guides. Et on peut, par la pratique de la pleine conscience intuitive, faire venir un guide à volonté. Je dis bien à volonté. C'est-à-dire que si je veux travailler avec un guide, je fais venir un guide et il intervient et il peut faire donc un travail. Pourquoi moi, je ne travaille pas systématiquement tout le temps avec un guide?
Ben parce que quelque part, je suis en mesure de faire de la clairvoyance, la clairaudence, la clairsentience. Donc, je suis capable de me relier à la sagesse intelligente d'un individu et je suis capable de communiquer avec cette sagesse intelligente-là. Donc, je suis capable d'aider la personne en question ou m'aider moi-même parce que je suis capable de reconnaître de connecter avec cette intelligence-là. Des fois, je vais faire venir un guide parce que je sens que cette connexion-là n'est pas suffisante. Donc, je vais intervenir avec un guide pour m'aider en ce sens-là. Ou je vais faire venir un guide pour interagir avec une énergie en question aussi. C'est quelque chose que je vais faire. Mais vous voyez que le guide, c'est pas tellement important de définir qui il est, ce guide-là. Puisque le guide, finalement, qu'est-ce qu'on veut de lui? C'est qu'il soit intelligent. Et si on veut qu'il soit intelligent, on ne va pas le valoriser dans son identité. Ouais, parce que ça voudrait dire quelque part, ben moi, c'est Sylvain, et je ne communique seulement qu'avec Pierre. Je suis un médium, mais je communique seulement avec Pierre. Pierre, mais c'est des beaux cheveux blonds, des beaux yeux bleus, il a l'air d'un ange, il a l'air très gentil, et je veux juste travailler avec lui, moi, parce qu'il a l'air gentil. L'autre fois, j'ai eu Thérèse. Thérèse, elle n'avait pas de dents, puis elle a les cheveux, elle n'a pas vraiment beaucoup de cheveux, elle a une grosse boule sous le nez, puis elle se met à rire comme une sorcière à chaque fois que je la vois, puis quelque part, une grosse robe noire, puis elle a l'air méchante. Elle, je ne veux pas communiquer avec elle parce que finalement, c'est pas une belle personne. Ça ne me donne pas l'impression d'une bonne personne. Ben, vous voyez que ce que je viens de vous décrire, c'est quoi? C'est un jugement. Un jugement dans la médiumnité, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que quelque part, quand on commence à travailler avec ces énergies intelligentes-là, si on commence à les juger avant même d'apprendre à découvrir ce qu'elles sont, ce qu'elles ont à nous communiquer, on tombe dans le piège humain. C'est-à-dire qu'on tombe dans cette idée quelque part qu'on travaille avec des êtres physiques comme des êtres énergétiques. Alors que finalement, il faut bien comprendre que dans le monde quantique, ce ne sont que des illusions, tout ça, parce qu'il n'existe pas d'être physique dans ce monde-là. Il n'existe que des consciences, et des consciences qui peuvent changer, qui peuvent se muter, qui peuvent se transformer, parce que quelque part, tout est en mouvement là-bas. Et ça, je pense que c'est bien, bien important de comprendre ça quand on veut aborder cette notion de guide, parce que justement, ça veut donc dire qu'un guide peut se manifester à nous sous une certaine apparence, mais le plus important, c'est pas son apparence. L'important, c'est la capacité qu'il a de nous aider dans l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ça qui doit être le plus déterminant dans cette démarche-là. Pour faire venir un guide, nous avons qu'à le demander. Je ne dirais pas ça, parce qu'à quelque part, ça voudrait dire finalement, c'est un peu comme le téléphone. Ah ben, si je veux parler avec mon mécanicien, j'ai juste à l'appeler au téléphone, puis il va me répondre. Tu vois, ce serait une logique bien simple. Quand on veut travailler avec un guide, on doit quelque part reconnaître qu'il y a un genre de démarche à faire pour être capable d'arriver à communiquer avec lui. Moi, je vous dirais, c'est ma conviction, hein, que pour travailler avec un guide, il faut d'abord avant tout être capable de développer son intuition, pour être capable justement de comprendre ce qu'est la sagesse intelligente qui anime le corps que je suis. Parce qu'on a trop tendance à valoriser l'idée d'un guide comme si le guide était supérieur à cette démarche intuitive-là. Le guide n'est pas supérieur à la démarche intuitive. Il n'est simplement qu'une autre façon d'aborder la connaissance intuitive. Et ça, il faut bien comprendre ça avant même de commencer à travailler avec les guides. Parce que si on valorise le guide comme étant quelqu'un de supérieur, on le met dans une position d'entité. Et quand on le met dans une position d'entité, on valorise cette idée quelque part que cette individualité-là est distincte. Et on tombe un peu dans une forme de monde figé, encore une fois. Hein, on ramène dans le monde subtil ce qui existe dans le monde terrestre. Hein, moi, Sylvain Bélanger, j'ai un corps physique. Ah, ben moi, je communique avec Pierre, puis Pierre, il a un corps énergétique. Et à quelque part, ben, et vous voyez, c'est comme on ramène un petit peu le monde qu'on connaît dans ce monde subtil-là. Alors que finalement, la physique quantique, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est que tout est information et tout est en mouvement et tout est en déplacement et tout est en mutation. Donc, à quelque part, si on veut aborder ce monde-là avec les yeux terrestres, on est dans le champ. Parce qu'à quelque part, on va avoir tendance à vouloir s'accrocher à des formes qui font notre affaire, qui nous sécurisent, qui nous réconfortent. Et c'est pour ça, justement, que quand on veut faire venir un guide, ben, quelque part, moi, je vous dirais, ben, est-ce que tu es capable, d'abord et avant tout, de communiquer avec tes cellules? Est-ce que tu es capable de communiquer avec toi? Est-ce que tu es capable de développer une habileté intuitive avec toi? Commençons par le début. Moi, je vous dirais quelque part que c'est un peu comme la langue. Une langue, je vais apprendre l'anglais. Ben, pour apprendre l'anglais, ben, j'ai peut-être besoin de passer par des bases pour être capable d'arriver à l'apprentissage de l'anglais ou d'une autre langue. Hein. Donc, je pense que c'est un peu la même démarche. On doit apprendre à se sentir relativement à l'aise avec l'intuition, le langage intuitif, pour ensuite aborder cette notion
de guide. Bien sûr qu'on peut travailler avec le guide sans être intuitif, mais justement, il y a un grand piège là-dedans. Et je pense que moi, j'ai vu ça beaucoup, beaucoup dans la médiumnité. Une des raisons pourquoi j'ai voulu développer l'écoute imaginaire à un moment donné, c'est parce que j'étais plus capable d'être identifié à être un médium. Parce que justement, les gens me disaient que j'étais un médium, puis j'attendais toutes sortes d'histoires d'horreur de gens qui avaient été voir des médiums. Je ne suis pas en train de dire que les médiums ne sont pas corrects. Je suis simplement en train de faire part d'une expérience qui, moi, m'a amené à me dire, j'avais pas envie qu'on m'identifie à quelque chose avec lequel je n'étais pas en accord, en affinité. Parce que les médiums, souvent, parlent toujours d'entité. Ils parlent toujours à quelque part d'exorcisme, etc., mais ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils font dans l'expérience que je vous parle, hein, dans toutes les expériences que j'avais vécues à ce moment-là. Ça m'a amené donc à me dire, bon, ben, moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai envie de comprendre ce que je fais. J'ai envie, à quelque part, d'aller plus loin dans la démarche. Donc, ça m'a amené donc à vouloir présenter l'écoute imaginaire, qui était l'approche que je développais à cette époque-là. Ce- C'est qui ou quoi ce guide? Je ne comprends pas bien cela. Ben, quelque part, c'est de l'intelligence. L'intelligence, seulement, on pourrait dire ça comme ceci. Moi, je suis un être fait de chair et d'os, mais j'ai de l'information en moi. Maintenant, si on rentre dans le monde subtil, on pourrait dire, par exemple, que je peux communiquer dans la dimension énergétique, dans ce monde subtil-là, et je pourrais constater que je peux communiquer avec une certaine forme de sagesse intelligente animant l'énergétique. Si je rentre dans l'aspect émotionnel, je pourrais constater qu'il y a de l'information émotionnelle qui se manifeste dans ce champ subtil-là, avec des qualités d'information plus ou moins cohérentes. Par exemple, la colère n'est pas aussi cohérente que, par exemple, la compassion. Par exemple, OK, ce sont des règles qu'on peut identifier, qu'on peut reconnaître comme étant des réalités quand on aborde ces choses-là. Tout comme dans le monde de la pensée, les croyances, etc., il y a des énergies qui sont plus alignées, plus élevées que d'autres. Donc, par rapport au guide, le même phénomène se situe. C'est-à-dire que si moi je suis convaincu que Jésus est l'être suprême, par exemple, ben, en tant que médium, qu'est-ce que vous voulez que je communique? Ben, mon intention, c'est de dire je veux communiquer avec Jésus. Donc, Jésus va se manifester à moi. Et qu'est-ce qui détermine que c'est Jésus vraiment qui communique avec moi ou quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui me permet de déterminer ça hors de tout doute? Il n'y a rien. Si moi je suis convaincu que c'est Jésus, je vais dire à tout le monde, je communique avec Jésus parce que je suis convaincu que c'est lui. Mais qu'est-ce qui me laisse croire, moi, en tant que de personne qui entend ça, de dire, ah oui, tu communiques avec Jésus? Ben, moi, je ne sais pas si c'est vrai ce que tu communiques avec Jésus. Donc, le seul moyen pour moi de vérifier que tu communiques avec Jésus, c'est de pouvoir accéder au lien que tu as avec Jésus, puis de déterminer effectivement si l'information que tu me donnes me permet de pouvoir justement y reconnaître que c'est Jésus ou pas, mais on reste toujours dans la subjectivité. Parce que même si moi je dis, ah, mais je pense que c'est Jésus, ben, peut-être d'autres êtres humains vont dire, ah, ben non, moi je ne pense pas que c'est Jésus parce que j'ai expérimenté la chose, ça ne m'a pas convaincu du tout. Donc, on comprend qu'on est dans un mode de croyance, tout ça. Alors, le plus important, c'est de chercher à déterminer la qualité de l'information intuitive. C'est ça qui va vraiment permettre de pouvoir arriver donc à cerner tout ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit vraiment bien faire attention justement à cette idée d'identité, hein, parce que l'identité met en évidence à quelque part cette notion d'entité. Et quand on est dans une entité, quand on est avec une entité, ça veut donc dire quelque part qu'on n'est pas avec l'univers, on est avec une expression de quelque chose limité dans l'espace-temps. Et c'est ça quelque part qu'il faut faire attention. Donc, est-ce que en tant qu'intelligence dans un monde quantique, nous sommes aussi les guides de d'autres personnes? Oui, ça aborde cette notion du monde quantique, de ce que moi j'appelle la multiconscience quantique, la multiconscience thérapie, dans lequel j'avais écrit un livre qui s'appelle Spirale évolutive, qui met en évidence justement tous les états de conscience qui animent un être. C'est-à-dire que moi, je suis un être physiquement unique, sauf que dans mon champ énergétique, j'ai plusieurs manifestations de qui je suis. Ça veut donc dire que moi, Sylvain Bélanger, ben, pendant que je vous parle, ben, il y a peut-être un enfant de 5 ans ou de 6 ans qui s'appelle Sylvain Bélanger, qui a déjà vécu il y a plusieurs années et qui est encore présent en moi, par exemple. Alors là, on voit qu'on parle de réalité parallèle. C'est-à-dire que les réalités parallèles, c'est que dans mon champ énergétique, il y a donc des énergies qui existent parallèles à mon existence actuellement et qui ont un potentiel de réalisation ou pas. OK? Alors, c'est ça que je dirais. Donc, évidemment, moi, par contre, où est-ce que je me limite par rapport à cette réflexion-là concernant les univers parallèles? C'est cette idée que, par exemple, moi, Sylvain Bélanger, ben, je vis dans un autre univers, puis je me manifeste de telle autre façon, je vis une autre vie complètement différente, etc. Moi, je continue à penser que l'être que je suis, a une capacité d'incarnation dans le monde terrestre, mais dans mon champ quantique a plusieurs autres degrés de réalité qui correspondent à des expressions de Sylvain Bélanger qui sont soit associées à mon passé, soit associées à des potentiels futurs, etc., qui sont présents, mais c'est toujours quelque part une expression de qui je suis qui s'incarne à travers cela.
Je ne sais pas si je suis clair par rapport à cette chose-là, mais c'est ça que je dirais concernant ça, c'est que moi, je mets un peu des bémols par rapport à ça. Je pense qu'il faut faire attention à tomber dans quelque chose qui serait un peu plus de la science, comme un peu comme un truc. Euh, j'ai pas, moi, en tout cas, je dirais que j'ai pas d'expérience concernant ça. Voilà, ce serait plus net pour moi de dire ça comme ça. J'ai pas expérimenté des choses comme ça. Et moi, je me fie sur ce que j'ai expérimenté. Puis évidemment, je tiens compte de ce que les autres peuvent dire, de communiquer, mais pour moi, j'ai une expérience intuitive que je reconnais. Et cette expérience intuitive ne me permet pas de confirmer cette idée-là de ce que tu as mentionné, Fanny, à ce sujet-là. Donc, on est rendu à l'étape de démonstration, donc on va prendre quelques instants pour faire des démonstrations. S'il y en a des gens qui auraient envie que je vous fasse expérimenter un peu la pratique de la pleine conscience intuitive, ce serait le moment, si ça vous dit. Il y a Louise Laporte qui vient de se manifester. Est-ce que tu as un thème que tu voudrais que je regarde avec toi, Louise? Les poumons. Alors évidemment, là, on parle de quelque chose de plus concernant plus la santé. Alors évidemment, moi, je vais simplement regarder cette région-là, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, puis on va explorer ça. Donc, la première étape, c'est la lecture intuitive. La lecture intuitive, c'est se mettre en relation donc avec la région des poumons et de constater qu'est-ce qui va rayonner de ça. Hein, sous forme d'image, sensation et mots, c'est comme ça le principe qui va être établi. Tu vois, la première chose que je dirais par rapport à ça, Louise, c'est que ce que je sens, c'est comme un peu comme des murs qui se ferment au niveau des poumons. Et les murs qui se ferment, c'est beaucoup en liaison avec la trahison. Tu sais, quand on dit, par exemple, tu m'as menti, j'ai fait confiance en toi, je suis fâché parce que quelque part, j'ai voulu à quelque part ouvrir la porte, puis je me suis trompé, j'ai constaté que j'étais dans l'erreur de te faire confiance. Ben, à quelque part, il y a quelque chose là-dedans qui exprime une certaine forme de puissance, une certaine forme de force. Et cette force-là, évidemment, elle est une forme de protection qui se manifeste en nous. Hein. Dans ce sens-là, il y a quelque chose de positif dans ce que je viens de dire. Puis en même temps, évidemment, on voit bien quelque part que dans cette région-là, cette colère-là, cette frustration-là, elle est beaucoup en liaison aussi avec une forme de rage intérieure. C'est-à-dire, moi, je suis fâché contre moi aussi. C'est pas juste, je suis fâché contre les autres aussi, mais j'ai une forme de rage parce que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'ai fait confiance à cette personne-là. Donc, je suis un peu conne, hein? Je suis un peu con, un peu stupide. Je me suis fait avoir. C'est ça un peu, je dirais, dans un premier temps. Alors, évidemment, là, c'est un reflet d'une information qui est présent au niveau des poumons, tu vois. Et je voudrais quelque part donc maintenant chercher donc à faire la deuxième étape, mais ça c'est le constat. Le constat, c'est que on constate quelque chose. Donc là ensuite on fait une action pour le changer, donc pour chercher à rétablir la situation. Et je vais donc essayer de faire une action de déprogrammation sur la région des poumons, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Évidemment, Louis, tu peux peut-être me dire si ça te parle, ce que je viens de te dire. Oui, OK. Donc, on va faire une action. Tu vois, la question, qu'est-ce que les poumons me demandent, c'est beaucoup de douceur. Comme ça, quelque part, tu avais énormément besoin de douceur parce que tu avais une dureté envers toi qui était très importante. La dureté, mais c'est un peu comme quand on est en colère contre soi-même, on peut avoir une sévérité envers soi. Et cette sévérité, bien, finalement, vient comme contracter la région du poumon. Pour moi, c'est comme ça que je sens ça, comme si ça venait comme créer une tension. La tension ne permet pas au poumon d'être relaxé, d'être relâché. On est tout un peu comme ça tendu, tu vois. Alors, on va donc faire une action là-dessus. Alors, l'idée, évidemment, c'est donc avec l'intention de simplement amener de la douceur dans l'énergie des poumons de Louise, puis voir un petit peu comment ça va réagir. Tu vois, la chose que je sens, c'est comme s'il y avait vraiment comme un genre de relâchement au niveau des poumons. Puis ce relâchement-là amène vraiment cette idée que l'énergie descend vers le bassin. Et c'est toute l'idée, je ne pourrais plus jamais me regarder en face. Tu vois, il y a des pleurs là-dedans, puis un sentiment d'être abattu, parce qu'on a l'impression justement qu'on avait une certaine forme de fierté. C'est la fierté d'être regardé par quelqu'un, par exemple, qui nous estime. On se sent fier, ça nous remonte, ça nous donne de l'estime, ça nous donne de la valeur. On a l'impression d'être quelqu'un de significatif aux yeux de cette personne-là. Et à un moment donné, on se rend compte que cette personne-là, finalement, elle était là pour finalement nous créer de l'illusion. C'était pas honnête, c'était pas sincère.
Donc, il y a toute l'idée, quelque part, de perdre la face que je sens qui est reliée à ça, tu vois. Et cette idée de perdre la face, ben, nous amène à nous dire, ben, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est me prendre dans mes bras puis me dire que je m'aime. Je m'aime même si j'étais, entre guillemets, naïve, ou même, je m'aime même si j'ai cru, tu vois, parce que croire, c'est quelque chose de beau. Hein, tu sais, quand on dit avoir la foi envers l'être humain, moi, je trouve que c'est extraordinaire qu'on puisse avoir la foi envers d'autres êtres humains. Je trouve que c'est un acte tout à fait juste, hein, que tous les êtres humains devraient avoir le mérite de faire, hein, c'est-à-dire qu'on a le droit de croire en l'être humain. Je pense que c'est beau et c'est humain, c'est nécessaire de le faire. Et que quand on le fait, ben, quelque part, ça nous amène, nous, à nous rendre compte, justement, qu'on a une sensibilité. Puis cette sensibilité nous amène à se dire, ben, finalement, je faisais confiance à quelqu'un parce que je ne me fais pas confiance à moi. Et parce que je ne me fais pas confiance à moi, ben, je me suis finalement égaré parce que je faisais tellement confiance à l'autre, j'ai tellement été convaincu que l'autre allait me donner une forme de satisfaction que finalement, je me suis complètement perdu. Alors que moi, je ne m'aimais pas à travers tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, mais c'est ça qu'on sent dans l'énergie que je perçois de toi, c'est que tu as envie quelque part de te prendre dans tes bras, de te dire, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me reconnaître, j'ai envie de me valoriser. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Louise, à ce sujet-là. OK. Donc, puis là, la troisième étape qui est donc, on a parlé donc de la déprogrammation. La troisième étape, c'est le soin. Alors, c'est pour vous montrer un petit peu les trois étapes et pourquoi elles existent, ces trois étapes-là. C'est-à-dire que vous le voyez que chacune des étapes va me permettre d'aller chercher de l'information tout en apportant un soin aussi. Alors, là, on le fait en démonstration, mais dans une consultation, c'est quelque chose qui va se faire d'une façon plus régulière étant d'une consultation. Donc, on va arriver à des résultats plus importants, mais on va donc faire le soin maintenant sur les poumons et le bassin, en fin de compte, puisque c'est les deux régions qui sont concernées là maintenant. Ça, c'est un peu la première chose que je sens, c'est je ne peux plus me mentir à moi-même. Ne plus se mentir à soi-même, c'est de reconnaître à quelque part qu'on est finalement un être de lumière, mais que cette lumière-là, nous l'avons perdue en chemin. C'est-à-dire que nous avons appris à quelque part à nous diminuer, à nous enlever de la crédibilité, à nous enlever à quelque part de la foi envers nous-mêmes, parce qu'à quelque part, on avait l'impression qu'on pouvait seulement que pouvoir avoir de la valeur que si les autres nous en donnaient, tu vois. Et quand on essaie de faire bouger l'énergie, tu vois, on sent quelque part qu'au niveau du bassin, c'est plus facilement reçu que dans la région du cœur et des poumons. Parce que dans la région du cœur et des poumons, il y a quelque part un apprentissage que tu es en train de prendre à faire, de prendre ta place. Puis prendre ta place, bien évidemment, au début, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prendre sa place? Bien, on exagère. Hein, comme on a été quelqu'un qui a été blessé, ben on exagère, on veut prendre trop de place, donc on peut être trop brusque, trop brutal, on s'isole, on pousse les gens, tu vois, on va comme être un peu brusque avec eux, et ça va nous donner le sentiment quelque part qu'on est isolé, même parce que si on se protège de tout le monde, ben on est isolé. Donc, je pense qu'il y a un apprentissage que tu es en train d'apprendre à faire au niveau de la région des poumons. Et cet apprentissage-là, quelque part, c'est je m'aime. Et je m'aime tellement, là, que j'ai plus peur de toi. J'ai plus peur des autres. Parce que quand on s'aime, on n'a plus peur des autres parce qu'on est capable, parce qu'on s'aime, on est capable de reconnaître ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, on n'est plus en réaction envers les autres comme on a pu l'être auparavant. Et je pense que c'est ça un petit peu la voie de la solution pour toi, Louise. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire concernant cela. Cela a du gros bon sens. Ça, c'est bien québécois, ça. Alors, pour les Français et tout ça, mais voilà, c'est une note que vous pouvez prendre en considérant la chose. Donc, je te remercie, donc, Louise, d'avoir bien voulu te prêter à l'idée. Donc, vous avez vu que donc trois étapes, lecture intuitive, déprogrammation et soins. Puis, évidemment, à travers ces 13 étapes-là, bien évidemment, il y a tout un processus d'animation. Vous voyez que ce n'est pas figé. C'est-à-dire qu'on part d'une information qui semble figée et on interagit avec elle et ça amène des modifications, des transformations qui nous rapprochent progressivement de cette connexion justement avec l'essence fondamentale de l'être qui anime une personne. Et c'est ça un peu le sens de toute la démarche de la pleine conscience intuitive. Et vous savez que donc, il y a un enseignement qui va être proposé donc très bientôt. Hein. Je pense que c'est le dimanche non pas celui-ci, mais l'autre après.
dans lequel vous alliez donc avoir une série d'ateliers qui vont vous permettre donc de découvrir pratiquement de quelle façon que la pleine conscience se développe. Puisqu'évidemment, lorsque je fais des conférences comme ça, on ne va pas aborder l'aspect pratique, mais dans les enseignements qui sont proposés, bien évidemment, on va nécessairement nous amener à aller dans cette direction-là, donc de vraiment pratiquer pour découvrir comment les méthodes se développent, comment on peut arriver à le faire sur soi-même et sur un partenaire, puisque dans les rencontres, il est prévu des pratiques sur soi puis des pratiques sur l'autre pour justement faire valoir que le langage intuitif tel qu'il est proposé dans la pleine conscience intuitive peut se développer sur soi que sur un partenaire. Alors, évidemment, je sais que vous auriez bien voulu qu'on fasse beaucoup de démonstrations. Je pourrais me permettre d'en faire une ou deux autres pour terminer notre soirée en beauté. Je vais prendre la prochaine personne qui va se manifester à moi parce que là, j'ai eu beaucoup de demandes qui m'ont été faites puis je ne pourrais pas répondre à toutes les demandes, c'est sûr. Je vais prendre Lucie, puis c'est elle qui a été la première personne qui a apparu à ce moment-là. Je suis désolé pour les autres, mais on doit évidemment y aller selon ce qui apparaît le plus facile, hein. Donc, Lucie me dit fatigue persistante depuis 4 ans, cuisses et haut des bras lourds. Donc, on va regarder dans un premier temps globalement ce que je perçois de toi, Lucie, puis ensuite on va aborder les 3 concepts que j'ai déjà présentés. Donc, toi, la première chose que je te dirais de toi, Lucie, c'est ce que j'appellerais la naissance. Tu sais, la naissance, c'est qu'on peut attendre très longtemps dans une vie en sachant qu'on a un projet qu'on est en train de vouloir donner naissance. Et ce projet-là, on n'arrive jamais à lui donner naissance. C'est-à-dire qu'il est là, mais on n'arrive pas à le finaliser. Puis à un moment donné, ben, on n'arrive tellement pas à le finaliser qu'il devient un poids dans notre vie parce qu'on n'est pas arrivé à faire émerger quelque chose qui était pourtant essentiel pour nous de faire émerger. C'est un peu comme l'idée d'une grossesse qui ne s'est pas rendue à terme. Tu vois, c'est un peu comme ce concept-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en moi qui aurait dû se concrétiser, puis c'est pas concrétisé. Et parce que ça ne s'est pas concrétisé, ben, à quelque part, mais d'une certaine façon, ma vie est sur pause. Hein, c'est-à-dire que je ne peux plus continuer parce que je n'ai pas finalisé ça. Et ça me met dans une position un peu comme moi, je dirais ça comme ça, d'impuissance. Tu vois, c'est ça un peu, je dirais, dans un premier temps. Je ne sais pas qu'est-ce que ça te dit, ça, Lucie. Tu veux juste me mentionner la chose, puis ensuite, oui, donc ça te dit OK. Alors là, on va faire la deuxième étape. Donc, à partir du moment qu'on fait un constat, comme je disais tantôt, on fait la déprogrammation. Déprogrammation, c'est avec l'intention de donner à ce qui est présent, ce dont l'énergie me demande. Donc, je vais demander à cette énergie-là de Lucie. Tu vois, ce qu'elle me dit, c'est vraiment ce qu'elle a besoin, c'est la concrétisation. Puis quand elle me demande la concrétisation, c'est euh, comme si ses dents s'effondraient, tu vois. Et pour moi, ça m'a une évidence à quelque part comme, tu sais, quelqu'un a tout donné. Tu sais, qu'on a beaucoup donné d'énergie, beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose, ben c'est ça un petit peu que je sens de cette façon que m'exprime Lucie les choses. Donc, je vais lui donner la concrétisation. Tu vois, ce que je sens dans un premier temps, c'est cette idée, tu vois, de, de lâcher prise concernant ce qu'on pourrait appeler la perfection. La perfection, c'est que idéalement, les choses devraient se faire d'une telle façon, ça devrait se faire dans telle circonstance, avec tel laps de temps, etc. Puis à un moment donné, on doit lâcher prise. Puis lâcher prise, finalement, ça présente un peu cette idée d'un liquide sombre et noir qui sort de ton corps, tu vois. Et pour moi, ça met en évidence à quelque part que ce liquide noir qui est sombre pourrait donner l'impression que c'est quelque chose de négatif, mais c'est comme si je sentais que ça devenait un liquide noir et sombre qui quittait ton corps et qui venait comme créer de la fertilité dans le sol. Puis que cette fertilité-là ben, te permettait justement de constater que tous ces efforts-là n'avaient pas été perdus parce qu'ils allaient permettre une genre de régénération, de renaissance de l'énergie. Donc, on doit faire confiance à la vie, en fin de compte, tu vois, puis que quelquefois, on peut avoir l'impression que notre vie a été ratée, on va dire ça comme ceci, puis parce que notre vie a été ratée, ben, elle sera ratée jusqu'à la fin de nos jours. On ne pourra jamais réparer ce qui a été pas réalisé, tu vois. Puis j'ai l'impression justement que oui, c'est possible d'envisager les choses autrement. Et ça met en évidence à quelque part l'idée de tourner la page. Tourner la page, c'est de se rendre compte effectivement que
les expériences qu'on a acquises nous amènent dans une autre relation avec nous-mêmes, une autre relation avec la vie, puis une autre relation avec les envies qu'on a peut-être de réaliser des choses. Et j'ai l'impression que ça nous amène peut-être à envisager de réaliser des petits projets, des petites choses plutôt que des grandes choses. Tu vois, c'est un peu comme ça que je décrirais ça. Et ça demande aussi une forme de régénération, de prendre soin de soi pour retrouver quelque part cette capacité de retrouver le plaisir de faire des petites choses. Parce que quand on fait des petites choses, on pourrait très bien se dire, ah, je ne fais que des petites choses, ça m'ennuie, c'est pas à la hauteur de ce que je serais capable de faire. Mais en même temps, quelquefois, il faut passer par cette étape de faire des petites choses parce que ça nous donne le sentiment qu'on est en train de se donner un plaisir, de nous donner une reconnaissance, de nous donner une acceptation que ce qu'on fait, c'est peut-être pas le grand projet qu'on aurait voulu faire, mais ce sont des petites choses. Ça nous rend heureux, ça nous satisfait quelque part progressivement, ça nous fait faire des petits pas dans la bonne direction. Et j'ai l'impression que ça fait partie quelque part d'une démarche qui te permettrait de retrouver quelque part une vitalité plus importante en toi. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. J'ai souvent rêvé que je perdais mes dents. Je souhaite de briller de tout mon éclat unique d'être qui je suis. Merci infiniment. Donc, ben oui, c'est ça. L'idée des dents, ben c'est ça, c'est un peu cette fatigue dont je te parlais tantôt. L'autre chose que je dirais, c'est qu'on va finir avec le soin énergétique, tout simplement. Ça, c'est intéressant parce que tu me parles tu veux briller de tout ton éclat. Et quand on essaie de mettre de la lumière dans ton corps, la première chose qu'on se constate, c'est que l'énergie est bien accueillie jusqu'au bassin. Et du bassin jusqu'au dans le haut du corps, il y a une espèce de blocage qui est là, et qui est tout relié justement à la peur de briller, justement. Parce que briller, finalement, tu sais, quand on dit briller, ben, je pourrais briller comme celle qui aurait pu faire des grands projets. Ah, mais ça me ferait plaisir de pouvoir briller comme ça. Mais là, je ne peux pas briller avec ce que je suis aujourd'hui, puis avec les échecs que j'ai atteints aujourd'hui. Je ne peux pas briller parce que les gens vont me voir, puis ils vont voir quelque part que je n'ai pas réussi mes grands projets, que j'ai des petites choses que je pourrais faire, mais ça me tente peut-être plus ou moins. Donc, il y a une question d'orgueil là-dedans. C'est comme ça que je te dirais ça. Comme j'ai l'impression que tu avais à apprendre à retrouver un plaisir de vivre. Puis le plaisir de vivre, ben, c'est aussi avec l'humilité, d'arrêter de te demander d'être plus que tu ne l'es, mais d'accueillir qui tu es véritablement avec l'humilité, puis en te rendant compte qu'effectivement, cet état que tu es aujourd'hui, ben, c'est un acte, dans l'acte d'amour que tu peux manifester envers toi-même, ben, ça te permet de reconstruire ta vie en accord davantage avec le chemin, la voie que tu as à suivre. Tu vois, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si ça te parle pour terminer, Lucie. Oui, merci. D'accord, ici. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à te dire pour faire la démonstration un petit peu. Il y a Fabienne qui me dit, briller, c'est aussi être une cible. Ben oui. Puis, je vais quand même parler de ça parce que briller, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans son alignement. Être dans son alignement, c'est être dans sa lumière. Être dans sa lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un, un autre être humain, j'ai deux options possibles. Il y en a bien d'autres, mais on va rendre ça vraiment très caricatural, rendre ça bien simple. Voilà, la première option, c'est tomber. On dit souvent tomber amoureux, tomber en amour, tomber. Tomber, ça veut dire quoi? C'est perdre son pouvoir au gré d'une relation que j'ai avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ne pas reconnaître que moi, je suis autant important que l'autre personne et que parce que je suis autant important que l'autre personne, ben, je vais donc développer une relation quelque part qui va me permettre donc de développer un échange, un partage avec ces autres personnes-là dans une position de droiture. C'est-à-dire que moi, je suis debout, l'autre personne est debout et on partage quelque chose. Et quand on brille, ben pour moi, c'est ça briller. C'est-à-dire que je suis dans mon espace et je brille. Je n'ai pas besoin, parce que je brille, de devenir aimant. Je ne veux pas être aimé de l'autre à tout prix, là. Je veux briller dans ma lumière. Je veux que l'autre personne me voie dans ma lumière, puis je veux la voir dans sa lumière. Et je veux quelque part que tous les deux, on puisse échanger, partager quelque chose qui va faire qu'on va établir une relation. La relation peut être professionnelle, amoureuse, affective, amicale, tout ce que vous voulez, familiale, quel que soit le type de relation. Mais être dans sa lumière, c'est accueillir, incarner quelque part qui nous sommes véritablement. Comment peut-on incarner qui nous sommes véritablement? Je fais référence encore de nouveau avec la connexion des trois cerveaux. Si je suis en harmonie avec mon cerveau du ventre, mon cerveau du cœur, mon cerveau de la tête, j'accède à ma connexion quantique. Dans cette position-là, je suis un être de lumière parce que je suis cohérent avec l'être que je suis. Moins je suis dans cet état de cohérence avec mon être, moins je suis rayonnant et moins je suis lumineux. Donc, c'est ça un peu que j'avais envie de te dire, Fabienne. Donc, briller, c'est pas être une cible. Briller, quelque part, c'est simplement incarner qui on est.
Et quand on incarne qui on n'est pas une cible. On est simplement dans une position quelque part de reconnaissance de qui nous sommes. Et l'être humain qui est autour de nous, les êtres humains qui sont autour de nous peuvent nous voir comme dérangeants parce qu'on est des êtres, on est bien notre peau, par exemple, on dégage quelque chose de positif. Mais je pense que c'est important, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'exister, d'être rayonnant et lumineux parce que les gens ne vont pas être contents. On doit l'assumer. On doit assumer cette beauté-là, cette lumière qui est en nous et de se retrouver avec des gens qui vont être capables d'accueillir cette lumière que nous sommes, ce rayonnement que nous sommes. Et c'est là, quelque part, qu'on apprend justement à gérer finalement cet alignement-là avec l'être que nous sommes. On ne va pas se relier à des gens qui vont nous empêcher d'exister. Ce ne serait pas être rayonnant à ce moment-là, tu comprends? Donc, c'est ça un peu toute l'idée que ça me fait penser ce que tu disais par rapport à ça. Donc, voilà, j'avais une question aussi. Que penses-tu des soins Essex Bar pour refaire circuler l'énergie? Je ne peux pas en parler véritablement. Tout simplement, c'est comme ça que je pourrais dire. Je sais que le FT aussi, c'est des techniques que je ne connais pas. FT, je ne connais plus. Je pourrais peut-être plus en parler parce que j'ai des expériences là-dessus. Moi, ce que je vous dirais, par contre, c'est que moi, je pense que quand on veut travailler avec l'énergétique, la première chose qu'on doit vraiment apprendre à faire, c'est de comprendre ce qui se passe. De quelle façon qu'on peut comprendre ce qui se passe? On peut le comprendre par la théorie, on peut le comprendre par des croyances, mais on peut le comprendre par l'expérience. Moi, ma démarche intuitive est basée sur l'expérience. C'est-à-dire que moi, je peux vous parler de l'expérience que j'ai, je peux vous faire part de ce que j'ai vécu comme expérience à travers les milliers de cas que j'ai eu avec les gens, avec mon expérience que j'ai eue en tant que thérapeute intuitif pour moi-même. Et ces expériences-là me font transmettre de l'information, me permettent de vous dire quelque part des choses comme je partageais avec vous. Et pour moi, ce sont des certitudes parce que je les ai expérimentées. Quand on me dit quelque part, une technique peut faire telle chose, ben moi, ce que je dis, OK, ben montre-moi qu'est-ce que ça peut faire, tu vois, puis qu'est-ce que ça te permet de comprendre, etc. C'est comme ça que moi, je vais évaluer les choses. Donc, c'est ça, je dirais à la personne qui pose la question, d'aller voir finalement de l'expérimenter, de comprendre, de voir qu'est-ce que ça fait en soi, parce que il y a plein de moyens pour se faire du bien. Je pense que c'est important. La force de la pleine conscience intuitive, pour moi, ce qui est évident, c'est qu'elle permet d'accéder à la vie. Alors, accéder à la vie, c'est accéder à la vie avec de mon être, accéder aux aliments. On peut reconnaître des aliments, la qualité énergétique des aliments, la qualité des remèdes, se relier à des arbres, à la nature, aux planètes, aux étoiles, aux êtres humains. Il y a plein de possibilités. Et à partir du moment où on reconnaît quelque part cet accès qu'on a avec la vie, ben je pense qu'on est davantage connecté avec une voie spirituelle qui touche justement non pas des modes de fonctionnement, par exemple, on pratique des choses, non, on expérimente des choses. Et cette expérimentation ben, nous amène donc à accéder à cette pureté, quelque part, cette fameuse intelligence intuitive hein, qu'on cherche à épurer tout au long de notre vie. Parce que finalement, quand on parle de Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? Ben, Dieu, dans la physique quantique, on pourrait concevoir que c'est une conscience intelligente pure. Cette conscience intelligente, on pourrait dire ça comme ceci, elle est inaccessible pour l'être humain. Mais plus nous apprenons à nous libérer de nos croyances et de nos limitations, plus on accède justement à cet état de pureté et d'immensité. C'est ça, quelque part, qu'on pourrait dire ça comme ceci, que l'on se souhaite par rapport à notre cheminement de vie à chacun d'entre nous, hein, de pouvoir élargir tout ça. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup fait de démonstrations, mais évidemment, chacune, vous l'avez vu, on prend un certain temps, donc c'est ça qui fait qu'on ne peut pas se prendre un temps fou là-dessus, mais ça vous permet un petit peu de découvrir un peu ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comment on peut développer cette habileté-là. Ça demande de l'entraînement. Et donc, c'est pour ça que les enseignements existent, hein, comme l'enseignement qui va avoir lieu donc dimanche, je ne sais plus c'est quoi la date en fin de compte du week-end. Je vais vous dire exactement plus précisément. C'est le 22, voilà. C'est le 22 dimanche, le dimanche qu'il y aura donc le premier atelier qui va vous permettre de faire quoi? Mais il va permettre justement de vous montrer de quelle façon pratiquement on arrive à développer ces habiletés-là. Et évidemment, je vais vous encadrer, je vais vous soutenir dans cette démarche-là. Et c'est ça un peu le principe de la chose. Et pour ceux qui seront intéressés à faire des week-ends en présentiel, parce que je vais aller en Europe très bientôt, il y aura donc des réductions qui seront faites hein, pour ceux qui auront fait cet enseignement-là. Vous allez avoir des réductions pour tous les enseignements que vous pourriez avoir envie de suivre, tant en ligne qu'en présentiel par la suite, pour ceux qui auront envie d'approfondir la méthode après cet entraînement-là de 4 dimanches que je vous propose dans le cadre avec Vox Populi, Jean Rivet. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y aura des questions, des commentaires avant qu'on termine? J'espère que vous avez apprécié d'une part ce petit partage qu'on a fait ensemble. Et puis, s'il y a des questions, ben, vous pouvez peut-être m'en faire part à l'instant.
Et merci à toi, Louise. Ce sont des dimanches complets à MPM. Non, ce sont, Jean, je ne sais pas si tu es là. Oui, oui, je suis toujours là. C'est de 9h à midi, en fait. Heure du Québec, ça veut dire 15h, 18h. C'est ça, pour la France. C'est ça, voilà, voilà. Et comme je dis, ben, ceux qui ont reçu ça, ben, quelque part, pourront ensuite appliquer ça. Il y aura des réductions qui seront faites pour les enseignements par la suite. Donc, si vous êtes intéressé, ben, ça me fera plaisir de vous faire bénéficier des enseignements qui pourraient vous permettre d'aller un peu plus loin si vous avez vu. Quoique les quatre dimanches sont complets en eux-mêmes et vous donnent vraiment accès donc à la méthode de A à Z, pourrait-on dire. Quand je dis A à Z, c'est pas la formation complète, c'est la méthode. Donc, je vous l'ai présenté aujourd'hui. Lecture intuitive des programmations et soins, de quelle façon que vous pouvez aborder ça sur soi, sur vous-même et sur un partenaire à l'intérieur de ces rencontres-là. Voilà. Donc, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette conférence-là. J'espère que vous avez apprécié. C'est agréable d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais donc vous dire à très bientôt. J'espère vous retrouver donc pour ces fameuses quatre dimanches qui vont vous permettre de découvrir d'une façon pratique la méthode, parce que je crois que c'est la meilleure façon de découvrir comment fonctionne la méthode, c'est d'y aller dans la pratique. C'est le moyen le plus sûr pour arriver à développer et sortir du mental et accéder justement à sa vérité intérieure. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.